Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Heureux de vous retrouver. À la une, la politique migratoire de la Tunisie inquiète l'Organisation des Nations Unies qui pointe notamment l'augmentation des discours xénophobes. De nombreux migrants ont été arrêtés dans plusieurs villes du pays la semaine dernière. Reportage en début d'édition. 13 mois de combat entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide ont plongé le Soudan dans le chaos. Un conflit qui a paralysé le système de santé du pays avec plus de 80% des hôpitaux hors de service, alors que 2/3 de la population n'a pas accès aux soins. Enfin, nous irons à la rencontre de Sona Jobarteh, talentueuse joueuse de kora. De passage en Côte d'Ivoire à l'occasion du FEMUA, l'artiste gambienne a ouvert en 2015 la Gambia Academy pour former une nouvelle génération de musiciens. De nombreux migrants arrêtés dans plusieurs villes de Tunisie la semaine dernière. Ils sont accusés de franchissement illégal de frontières, une politique migratoire qui préoccupe au plus haut niveau. L'ONU a déclaré vendredi s'inquiéter de l'augmentation des discours xénophobes et des exactions commises contre les migrants ces derniers mois. Voyez ce reportage de nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdit Lili. Devant le siège de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, quelques-uns des migrants qui campaient sur place depuis des mois et qui ont été évacués quelques jours plus tôt sont revenus. Ils sont là pour demander un retour volontaire dans leur pays. Rachid est originaire de la Centrafrique. Déporté à la frontière algérienne, il est revenu à pied à Tunis. Il préfère garder son anonymat pour nous parler. Mon expérience en Tunisie, ça fonctionne. Donc je peux travailler avec eux, je gagne de l'argent. Mais c'est-à-dire que j'en ai marre, madame. J'en ai marre, la police chaque jour, la police qui est en train de nous sacher. Non, on ne peut pas. C'est mieux, j'ai déjà perdu l'espoir, c'est mieux que je rentre chez moi. Avec les campagnes sécuritaires qui ciblent les migrants ces dernières semaines, beaucoup n'ont nulle part où aller, comme Mohamed, originaire de Guinée. Je dors dans la rue, je dors partout là où je parle. Les polices, les autorités tunisiennes, ils ont interdit toutes les populations tunisiennes de nous accueillir, de nous donner de manger. L'OIM affirme avoir aidé 2557 migrants à rentrer volontairement dans leur pays d'origine en 2023, une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente. La situation migratoire en Tunisie reste difficile à gérer. Notamment autour de Sfax, dans l'est du pays, les migrants qui campent depuis des mois dans les oliveraies de cette région ne sont plus acceptés par certains habitants qui soutiennent les opérations policières de démantèlement des camps. Toutes les nuits, ils nous coupent les tuyaux d'irrigation. On en remet et même si les autorités chassent ces personnes, ils reviennent. J'ai mis des chiens dans mon jardin parce que je vis seule et honnêtement, j'ai peur. Ils sont beaucoup et je ne sais pas où aller. Dans le campement, plusieurs fois détruit par les autorités puis reconstruit par les migrants, Mustapha explique qu'il souhaite rester de façon pacifique. Mais nous sommes ici seulement pour un seul but, traverser partir en Italie. C'est seulement ça que nous sommes là pour ça. Nous, on ne les dérange pas. Actuellement, de nombreuses associations qui viennent en aide aux migrants sont dans le collimateur de la justice. Beaucoup de migrants se retrouvent donc livrés à eux-mêmes. Et la politique migratoire de la Tunisie, du Maroc et de la Mauritanie, épinglée dans une enquête menée par 9 médias internationaux, dont le journal Le Monde, publié ce mardi. Des révélations sur comment l'Europe soutient, finance et participe directement à des opérations clandestines menées dans les pays d'Afrique du Nord pour abandonner chaque année des dizaines de milliers de Noirs dans le désert afin de les empêcher de venir dans l'Union européenne. L'Union européenne a eu comme seule réaction de reconnaître, je cite, une situation difficile, fin de citation. Allez, direction la Corne de l'Afrique, où une cinquantaine de milliers de Soudanais ont fui leur pays en guerre pour se retrouver pris dans un autre conflit en Éthiopie voisine. Depuis plus d'1 an, des combats opposent la milice Amara aux forces fédérales. Les explications de Clotilde Hazard. Depuis une dizaine de jours maintenant, plus d'1 millier de réfugiés soudanais dorment au bord d'une route, sans protection et très peu de moyens de subsistance. Ils ont quitté le camp où ils étaient logés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à cause des nombreuses attaques et vols perpétrés par des civils qui habitent autour du camp. Beaucoup sont armés et font partie de milices qui se battent dans la guerre civile en cours depuis plus d'1 an maintenant dans la région. Fin avril, un réfugié a été grièvement blessé
tué par balle par un voleur sur un marché. Il est encore hospitalisé à Gondar. Cet incident a été un déclic pour les réfugiés qui ont alors décidé de quitter leur camp en signe de protestation. Les autorités éthiopiennes interdisent aux journalistes l'accès à la zone. Mais Mohamed Ahmed, un de ces réfugiés soudanais, a pu m'envoyer une vidéo où il répond à mes questions. 6 personnes ont été kidnappées alors qu'ils étaient dans leur tente, menacés par des armes. Nous avons donné 14 jours au Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies pour résoudre notre problème, mais ils n'ont pas réagi. C'est pourquoi nous avons quitté le camp. Au moment où on marchait sur la route, à environ 4 km à l'est du camp, nous avons été arrêtés par la police fédérale, qui nous a bloqué le passage. Ces réfugiés sont donc coincés dans une zone difficile d'accès et dangereuse. L'UNHCR se dit inquiète de la situation sécuritaire et travaille avec le gouvernement éthiopien pour régler le problème. Des patrouilles policières plus fréquentes doivent avoir lieu pour protéger ces réfugiés qui ont déjà été très affectés par le conflit au Soudan. Je le disais en titre, au Soudan, la guerre qui oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide dure depuis 13 mois. Une des conséquences, un système médical paralysé avec près de 80% des hôpitaux hors de service et environ 65% de la population qui n'a pas accès aux soins de santé d'après les Nations Unies. Le récit de Sophie Lamotte. C'est l'un des rares hôpitaux encore en service au Soudan et les patients s'y pressent en nombre. Certains risquent de ne jamais recevoir les médicaments dont ils ont besoin. Une cinquantaine d'usines pharmaceutiques ont été détruites ou contraintes de fermer à cause de la guerre civile. J'espère que la paix sera rapidement rétablie. La pénurie de médicaments est un grave problème aujourd'hui. Je vais à l'hôpital pour acheter des médicaments, mais souvent je ne les trouve pas. C'est épuisant. 15 avril 2023, un violent conflit éclate entre les forces loyales au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et celles de Mohamed Daglo, son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide. Un an et demi plus tard, plus de 15 000 personnes ont été tuées, environ 33 000 blessés et près de 9 millions déplacés. Nous avons besoin de personnel médical qualifié et bien formé. Beaucoup de médecins de Khartoum ont fui à l'étranger à cause de la guerre. 80% des hôpitaux soudanais sont à l'arrêt et selon le ministère de la Santé, le coût économique s'élève à plus de 11 milliards d'euros. La plupart des médicaments essentiels pour les maladies chroniques comme ceux pour la dialyse rénale, le cancer, les soins d'urgence sont en pénurie. Nous demandons à la communauté internationale de combler ce manque. De fortes perturbations dans les campagnes de vaccination et d'accès à l'eau potable ont aussi déclenché des épidémies de choléra, rougeole, paludisme et dengue qui menacent des centaines de milliers d'enfants à travers le pays. En bref, le Togo est officiellement entré dans sa 5e République. Ce mardi, la nouvelle Assemblée nationale s'est installée. Une assemblée très largement dominée par le parti du président Faure Gnassingbé. L'Union pour la République, UNIR, va occuper 95% des sièges, soit 108 sièges sur 113. Les 5 sièges restants se partagent entre 4 formations d'opposition, l'ANC, le DMP, l'ADI et enfin le FDR. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution s'est exprimé face à la presse. Ce collectif qui réunit partis politiques, syndicats et sociétés civiles s'oppose à tout glissement de la durée de la transition et souhaite que le CNRD rende le pouvoir aux civils fin 2024. On écoute Ibrahim Diallo du FNDC au micro de notre correspondant Malik Diakité. Au nom du FNDC, que nous nous opposerons fermement à toute idée de glissement ou de prolongation de la transition par tous les moyens légaux, y compris les manifestations dans les rues et sur les places publiques, sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes prêts à nous battre comme au temps du 3e mandat pour s'opposer fermement à cette volonté de prolonger la transition en cours. En Gambie, 10% d'enfants sont obligés de quitter l'école en cours de scolarité. Parmi les causes, la pauvreté ou encore les longues distances entre la maison et l'école. Accompagné par l'UNICEF, le pays veut inverser cette tendance avec le programme Zéro enfant déscolarisé dans le primaire d'ici 2025. Plus de détails avec notre correspondant régional, Eliman Dao. Dans ce village gambien de Ndiaglar, à Ndioben, situé à plus de 200 km à l'est
de la capitale Banjul. Le village se situe juste à quelques 4 km de la frontière avec le Sénégal. Le gouvernement gambien tente de réussir ce programme de 0 enfants déscolarisés dans le primaire avec ses partenaires, l'UNICEF et la Fondation Education Above All. Je propose d'écouter ce parent d'élève qui a 7 enfants et qui a pu réussir grâce à ce programme à maintenir la scolarité de ses enfants. Le programme m'aide à financer l'éducation de mes enfants. Sans leur appui, je serais obligé d'arrêter de les envoyer à l'école. 67 000 enfants gambiens sont déscolarisés selon l'UNICEF, l'organisation qui veut faire de la Gambie une référence dans le maintien des enfants à l'école sur le continent. À travers le gouvernement et l'ensemble des partenaires, nous sommes engagés à relever ce défi pour que nous soyons un des premiers pays en Afrique avec 0 enfant hors du système scolaire. Quand à la fin de la période du projet, ces résultats seront atteints, nous pourrons inspirer plusieurs autres pays de la région et de l'Afrique. La Gambie fait partie des 4 pays africains qui bénéficient de ce programme en compagnie de la Tanzanie, de Djibouti et du Rwanda. Et justement, on s'arrête sur une artiste investie dans le système éducatif de la Gambie, Sona Jobarteh. Si vous êtes fidèle du Journal de l'Afrique de France 24, ce nom ne vous est pas étranger. C'est la première femme à connaître un succès international avec la kora, un instrument habituellement réservé aux hommes. Invitée du FEMUA en Côte d'Ivoire, Sona Jobarteh s'est exprimée sur un projet qui lui tient à cœur, la Gambia Academy, le récit de Sophie Lamotte. 21 cordes métalliques, pincées comme celles d'une harpe, et la voix grave de Sonia Jobarteh qui laisse la foule du FEMUA bouche bée. Le plus surprenant pour ces jeunes Ivoiriens, voir cet instrument traditionnel entre les mains d'une femme. Héritière d'une des plus grandes familles de griots d'Afrique de l'Ouest, c'est la première femme joueuse de kora à atteindre la scène internationale. Apprendre la kora a été pour moi différent comparé aux membres masculins de la famille, parce que la kora est un instrument très social que l'on apprend au sein de sa communauté. Pour moi, c'était plutôt un apprentissage et une découverte individuelle. Malgré des traditions conservatrices, Sonia Jobarteh persévère. En quelques années, elle connaît un succès international avec son single Gambia, qui compte près de 30 millions de vues sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. La Gambia Academy ouvre grâce à elle ses portes en 2015 pour former la nouvelle génération. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de magique lorsque j'assiste à ces cours. C'est incroyable de voir le changement que nous avons amorcé. Jobarteh sélectionne des dizaines d'enfants pour leurs aptitudes musicales et mise sur de nombreuses jeunes filles qui veulent entretenir la tradition. Et puis elle m'inspire par le fait qu'elle a démystifié vraiment cet instrument qui était réservé autrefois qu'aux hommes. Et aujourd'hui, elle a pu montrer qu'il y a une femme qui peut exceller dans cet instrument. Avec cette académie, Jobarteh espère faire entrer la culture, la tradition et la musique dans l'enseignement général en Gambie, où le taux d'alphabétisation tourne autour de 70%. Un reportage qui donne envie de jouer de la kora. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'info continue. Il a un très beau sourire. Il est très cool et gentil. Regardez comme elle est mignonne. Ils sont jeunes, charmants. Leur travail, homme de compagnie. Aujourd'hui, de nombreux Nippons et Nippones privilégient un amour à la carte, sans contrainte. Des relations solitaires, désintéressées du sexe ou encore virtuelles. Parfois, je discute de vive voix avec elle. Parfois, non. Mais c'est amusant de prendre le thé avec Miku. Elle est tellement mignonne. Mon petit copain, c'est déjà presque comme ma famille. C'est mes copains virtuels qui me font vivre une vraie romance. Cette semaine dans Reporter, plongez dans le monde des nouveaux codes amoureux au Japon. Japon, l'amour 2.0, à voir sur France 24 et france24.com.
Manoirs, chapelles, moulins, le patrimoine français est partout, mais bien souvent, il est mal en point. Faute de moyens, mais aussi faute d'artisans. C'est le constat de Brieux et son équipe. Notre rêve, c'était de nous retrousser les manches et d'aller restaurer la chapelle du coin, la tour en ruine, et qu'on disait, non, on ne peut pas le faire, on n'a pas les forces. Et en fait, si, en s'appuyant sur les bons acteurs locaux, on peut donner le coup de boost qui va permettre leur renaissance. Férus d'architecture et d'histoire, ils ont embarqué plus d'1 millier de jeunes dans une aventure, la rénovation d'une quarantaine de bâtisses en France et gracieusement. Arcade à la rescousse du patrimoine, c'est le prochain hors-champ. Événement. Mesdames et messieurs, faites vos bagages, la France vous attend. Destination Paris, pour suivre en direct l'événement sportif le plus attendu de l'année. On se prépare pour créer un exploit. Des chroniques hebdomadaires, des invités d'exception. C'est la fête, le sport, et il faut que ça reste comme ça. L'ouverture des Jeux est imminente. C'est bientôt, soyez prêts. Destination Paris avec France 24.